Des maths et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Historio Braze. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une période particulièrement chaotique et d'un homme très important dans l'histoire de Bretagne, Alain II, dit Barbetord, le premier duc de Bretagne et celui qui mit fin à la menace viking. C'est parti! Pour que vous compreniez bien cette période et comment le royaume de Bretagne devient le duché de Bretagne, je suis obligé de contextualiser un petit peu la géopolitique dans l'Europe de l'Ouest à la mort du dernier roi de Bretagne, Alain Ier le Grand. Car en effet, l'ordre établi par les puissants seigneurs au IXe siècle est mis à mal par les incessants raids vikings. Donc je vous préviens, on va voir pas mal de noms, de lieux et de dates, mais ne vous en faites pas, tout va bien se passer, comme d'habitude. Donc commençons par la Francie occidentale, avec qui, après un siècle de lutte, le royaume breton était en bons termes sous Alain Ier. La Francie occidentale est plongée dans une guerre civile entre les Robertiens et les Carolingiens. Les Carolingiens, vous connaissez, ce sont les descendants de Charles Ier le Grand, plus communément appelé Charlemagne. Les Robertiens sont une famille de puissants seigneurs de l'Ouest, fils d'un individu dont j'ai déjà parlé dans la vidéo sur le roi breton Salomon, Robert le Fort, comte de Tours, d'Anjou et marquis de Neustrie. Le roi Charles III, avec un des fils de Robert le Fort, Robert, tente de combattre les Vikings avant que finalement Robert ne rentre en conflit avec Charles en 921 et ne se fasse couronner roi à sa place. Son règne ne dure cependant qu'un an et son fils, Hugues, en finit une bonne fois pour toutes avec Charles III en 923 en faisant couronner Raoul, le beau-fils de Robert, comme roi des Francs, tandis que lui préfère rester dans l'ombre et essaie de se faire nommer duc des Francs, un équivalent approximatif de vice-roi. Donc c'est un sacré bordel, mais ce qu'il faut retenir, c'est que l'homme fort du royaume, c'est Hugues, duc des Francs et père du futur Hugues Capet, que vous connaissez, normalement, ou déjà entendu parler. Voilà, pour le moment, pour la situation en Francie. Mais une nouvelle entité apparaît à l'ouest, une entité qui aura une grande importance dans la suite de l'histoire. En 911, le roi des Francs bat les Normands à Chartres, ce qui lui permet de négocier avec ces derniers. Avec le traité de Saint-Clair-sur-Epte, il en arrive à céder le territoire autour de Rouen à leur chef Rollon, qui se fera rapidement céder la Normandie centrale. A noter que Rollon et sa descendance sont nommés Jarls ou comtes et ne prendront le titre de duc qu'à partir de 996. Les Normands se christianisent et mettent en place une structure administrative carolingienne, créant petit à petit un état fort, n'hésitant tout de même pas à faire venir leurs petits copains de Scandinavie lorsqu'ils ont des problèmes avec leurs voisins. Cependant, il ne semble pas y avoir de migration massive de Scandinavie et rapidement leurs langues et coutumes disparaissent pour se franciser. En 933, Guillaume Longue-Épée, le fils de Rollon, profitera de la situation en Bretagne pour conquérir l'Avranchin et le Cotentin, autrefois acquises au royaume de Bretagne sous le règne de Salomon, stabilisant ainsi des frontières qui ne bougeront plus beaucoup par la suite. Et l'autre puissance importante de ces temps troublés est le royaume de l'ex-Britannia, le royaume anglo-saxon. Le royaume anglo-saxon est sous la coupe du roi Athelstan qui règne de 924 à 939. Athelstan est le fils d'Édouard l'Ancien, qui meurt en 924, et le petit-fils du roi Alfred le Grand, dont je vous invite vivement à vous renseigner sur sa vie parce que ça vaut le coup. Athelstan est considéré comme le premier roi d'Angleterre, puisqu'il unit le Wessex, la Mercie, la Northumbrie, le royaume viking d'York, soumet les Écossais, bat les Cornouaillais et les Gallois reconnaissent son autorité. Sa cour est l'une des plus importantes d'Europe, son pouvoir immense, à tel point qu'il est considéré comme le nouveau Charlemagne. Qui plus est, très pieux, il collectionne les reliques et s'entoure d'érudits venus de toute l'Europe. Et enfin, il entretient des relations diplomatiques avec à peu près tout le monde et recueille pléthore de princes en exil à sa cour. Voilà pour les anglo-saxons, on peut maintenant passer à ce qui vous intéresse, la situation en Bretagne en ce début de Xe siècle. À la mort du roi Alain Ier en 907, un conflit éclate entre ses successeurs, classique. Un certain Gourmaléon, comte de Cornouailles, arrive à restaurer un semblant d'ordre, mais ce chaos s'accentue avec une arrivée massive de vikings norvégiens
autrefois chassé par le roi Alain. Si bien qu'à la mort de Gourmagléon en 913, durant un combat contre les Scandinaves semble-t-il, personne n'arrive à repousser l'envahisseur. Et après la destruction de l'abbaye de Landévennec, haut lieu religieux de Bretagne, un vent de panique s'empare des élites religieuses qui quittent massivement le pays, emportant avec eux moult reliques et livres précieux. Ils trouvent refuge en Francie ou à la cour d'Æthelstan de l'autre côté de la Manche. Ces Scandinaves sont menés par deux hommes, Othor et Roald, qui pillent avec une grande armée la Bretagne jusqu'en 917. Puis ils s'en vont faire la même chose au pays de Galles. Seulement, ayant pu constater la faiblesse des seigneurs bretons autrefois si craints, cette situation attire les convoitises. Et c'est en 919 qu'une véritable armée d'invasion arrive, avec à sa tête un Norvégien nommé Ragenold, bien décidé à s'installer sur cette terre en fondant des principautés comme leurs cousins danois en Normandie. Ragenold s'installe à l'embouchure de la Loire, à côté d'une Nantes, vidée de ses habitants après avoir été pillée et en partie brûlée, tandis qu'un certain Félécan s'installe en Cornouailles. La côte nord regorge également de camps vikings, probablement des postes avancés de ceux de la Loire. A noter que Ragenold s'alliera d'ailleurs avec Rollon en 923 pour dévaster un petit peu la Francie. Tant qu'à être là, les seigneurs de Bretagne n'ont pas le choix que de se soumettre à la nouvelle autorité ou de s'exiler, tandis que la population est livrée aux exactions des hommes du Nord quand elle n'est tout simplement pas vendue comme esclave. Le royaume disparaît et son territoire est fractionné. Le duc de Normandie, Guillaume Longue-Épée, profite de la situation pour s'approprier le Cotentin et l'Avranchin, alors que Robert, marquis de Neustrie, qui deviendra roi des Francs en 922, tente de récupérer Nantes à son profit mais sans succès. Il concède finalement à Ragenold Nantes, mais également la Bretagne tout entière. Oui, en effet, il donne des territoires qui ne sont pas à lui. Pourquoi pas? Un puissant seigneur arrive tout de même à tenir, il s'agit de Juel Béranger, contraction de Judicaël, le comte de Rennes. Ce Juel n'est pas n'importe qui, puisqu'il est apparemment le petit-fils du Gurwand de la guerre de succession du royaume breton. Je vous invite à aller voir la vidéo juste là. Et ça, c'est plutôt cool. Habile diplomate, il arrive à se protéger des Normands de Bretagne en négociant avec le Jarl de Normandie et le roi des Francs. Donc c'est vraiment le chaos dans l'ancien royaume de Bretagne qui semble destiné à devenir une autre Normandie. Sauf qu'il existe un espoir, incarné par un jeune homme alors en exil à la cour d'Æthelstan, un certain Alain. Alain de Bretagne est né entre 910 et 920 et est le fils du comte Mathuédold du Poer et d'une fille d'Alain le Grand, le dernier roi. Comme beaucoup d'élites, ses parents ont fui les Normands et sont accueillis par le père d'Æthelstan, Édouard l'Ancien, entre 913 et 920. Le jeune roi anglo-saxon, qui succède à son père en 924, est très pieux, je le rappelle. Il va recueillir nombre de princes, de religieux et de reliques bretonnes. D'ailleurs, l'un des principaux érudits de sa cour, Israël le Grammairien, poète et l'un des rares occidentaux de cette période à comprendre le grec ancien, semble être breton et issu de cette migration. Qui plus est, les Bretons n'ont jamais cessé les contacts avec leur île d'origine et ont toujours entretenu de bonnes relations commerciales et diplomatiques avec les pouvoirs situés de l'autre côté de la Morbraise, comme elle était appelée en Bretagne. Donc Æthelstan se porte garant d'Alain et le traite comme un prince. Il est éduqué et entraîné comme tel et il grandit en devenant un homme fort et rusé. Il est dit qu'Alain est un modèle de courage et est doté d'une force surhumaine, à tel point qu'il aime chasser le sanglier et l'ours munis d'un seul bâton. Ouais, c'est peut-être un petit peu exagéré. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il est barbu. Mais un bon barbu quoi, avec une barbe qui part dans tous les sens, puisqu'elle lui vaut son surnom de Barbe Torde. À la cour, il rencontre un certain Louis, plus jeune que lui, mais également dans une situation d'exil, puisqu'il est le fils de Charles III, dépossédé de son trône en Francie par les Robertiens. Il se marie avec Judith, issue de la famille royale galloise, avec qui il aura deux fils, Hoel et Guérec. Je rappelle que la langue bretonne et la langue galloise étaient à cette époque très proches, donc aucun problème pour se comprendre. Donc Alain vit sa vie à la cour d'Æthelstan, mais il n'oublie pas pour autant qu'il est le petit-fils du dernier roi de Bretagne et que son royaume est détruit et littéralement sous occupation scandinave. Et notre homme est bien décidé à récupérer ce qui lui appartient. Et quand tu chasses un ours avec un bâton, c'est pas quelques milliers de vikings qui t'impressionnent. Je sais de quoi je parle.
En 931, Ragenold et ses hommes subissent une défaite par le duc des Francs, Hugues, et sont contraints de se replier sur Nantes. Alain, alors âgé d'une petite vingtaine d'années, se dit que c'est le moment de rentrer chez lui et de chasser les envahisseurs. Il prend contact avec des seigneurs locaux et avec l'aide de Juel Béranger de Rennes, il lance l'attaque. Des soulèvements ont lieu un peu partout, mais le plus important est celui de Cornouailles. Le 29 septembre 931, le jour de la Saint-Michel, tous les Scandinaves sont passés au fil de l'épée, ainsi que le duc viking autoproclamé Félécan. Mais cela ne rassure pas Ragenold, qui demande de l'aide à son ami de Normandie, le jarl Guillaume Longuepée, qui vient lui prêter main forte. Les Bretons sont battus et il est dit que la Bretagne est de nouveau ravagée. Alain est contraint de s'enfuir et retourne à la cour anglo-saxonne, tandis que Juel Béranger est épargné et retrouve son titre de comte de Rennes, probablement dans des circonstances fort peu avantageuses. Il semble avoir des liens familiaux avec le jarl de Normandie, ceci expliquant peut-être pourquoi sa tête est toujours sur ses épaules. En tout cas, cette histoire a pour conséquence le fait que Guillaume Longuepée prenne apparemment le titre de duc de Bretagne, au passage, et c'est à ce moment-là qu'il conquiert l'Avranchin et le Cotentin. Donc on peut dire que ces tentatives se soldent par un échec et tout est à recommencer. Mais à partir de 935, des changements importants se profilent. Alain Barbotord est bien décidé à récupérer son pays, mais son retour ainsi que son dénouement ne peut s'expliquer sans encore un petit peu de géopolitique. Premièrement, Ragenold meurt probablement d'une maladie et son successeur est un dénommé Incon. Et il faut dire que les Normands de la Loire ne se contentent pas de la Bretagne, ils pillent aussi la Francie, se mettant de plus en plus de grands seigneurs à dos. Deuxièmement, le roi franc Raoul meurt également, laissant le pouvoir à Hugues, fils manipulateur du précédent roi Robert et père du futur Hugues Capet, mais Hugues ne veut pas du trône, préférant rester dans l'ombre. Il fait donc revenir le fils de Charles III, Louis, alors en exil à la cour d'Athelstan. Le surnommé Louis d'Outre-mer devient Louis IV en 936, nommant immédiatement Hugues Dux Francorum, le duc des Francs. Et Hugues demande à Guillaume Longuepée, le jarl de Normandie, de ne plus soutenir ceux de la Loire en échange de territoire. Il est probable que les Francs commencent à redouter de se retrouver entourés de principautés scandinaves et décident qu'il est peut-être temps de les freiner un peu. Guillaume de Normandie accepte et une coalition de seigneurs francs inflige une défaite aux troupes d'Incon à la fin de l'année 935. Et enfin, Athelstan, roi des Anglais, subit aussi des raids de la part des Scandinaves installés en Bretagne et aimerait bien un peu de tranquillité de ce côté-là. Tout est réuni pour un retour. Mais ce retour est aussi orchestré par les Bretons, évidemment. Notamment par un homme qui va jouer un rôle déterminant dans cette histoire, il s'agit de l'abbé Jean de Landévennec. En revenant de son exil à Montreuil-sur-Mer, il trouve en Bretagne des hommes qui n'ont pas cessé de se battre contre les envahisseurs et qui tentent d'organiser comme ils le peuvent la résistance. Il s'agit de Amalgod et Wetenoch, deux chefs qui n'attendent qu'une chose, le retour d'un souverain. Et Jean leur fait prêter un serment de fidélité symbolique envers le futur prince qui viendra au secours du vieux royaume. L'abbé va alors envoyer des hommes à la cour d'Athelstan, faisant savoir à Alain qu'il est temps de récupérer son pays. Le jarl Guillaume n'intervenant pas, les Francs regardant tout ça de loin et Athelstan donnant une flotte et des hommes à Alain, la reconquête peut commencer en 936. Alain Barbotord, alors âgé d'environ 25 ans, débarque sur la côte nord, près de Dol, où il est rejoint par des troupes bretonnes organisées, probablement par Amagold et Wetenoch. Un important groupe viking fait une noce dans les ruines du monastère de Dol, et après les avoir encerclés, ils donnent la charge, prenant soin de ne laisser aucun survivant en les détranchant. Mais il ne célèbre pas cette victoire puisqu'il décide d'agir vite, avant que les autres troupes scandinaves ne soient au courant, et il veut enchaîner avec une attaque sur un autre campement important de la côte nord basé à Saint-Brieuc. Il reprend ses bateaux et attaque cette fois-ci par la mer, massacrant une fois de plus tout homme parlant le norrois. Puis il continue en attaquant une place forte norvégienne, probablement le camp de Perran à Plédran, massacrant là aussi tout le monde. Ces 3 victoires successives de guerre éclair rondement menées lui vaut le surnom de Alloarn, le renard. Mais la nouvelle de sa venue arrive bientôt aux oreilles des Scandinaves qui décident de se regrouper sous la bannière de leur chef Incon à Nantes.
Parallèlement, ces nouvelles attirent aussi des exilés qui vont alors rentrer en Bretagne et renforcer l'armée du petit-fils d'Alain le Grand. Durant toute l'année 937, alors qu'Alain descend vers Nantes, des combats ont lieu un peu partout, détruisant les poches de résistance vikings. C'est notamment le cas dans le Léon, où un homme dénommé Ewen, probablement l'héritier de ce comté, remporte une victoire à la bataille de Kerlouan, chassant les occupants de cette terre et rentrant dans l'histoire sous le nom d'Ewen le Grand. Le reste des troupes scandinaves se réunissant à Nantes, Alain et ses hommes décident d'aller les affronter dans une bataille décisive. Les Vikings ne vivent pas dans la ville en ruine, mais dans un camp retranché, entouré de fossés creusés par leurs soins. Alain attaque le camp une première fois, mais subit de lourdes pertes et est repoussé. Il doit ensuite faire face à une sortie de ses adversaires qui provoque un début de déroute dans les rangs bretons, mais les Scandinaves préfèrent ne pas trop s'éloigner de leur camp et retournent se mettre à l'abri. Une fois les troupes bretonnes reformées, un deuxième assaut est donné et cette fois les Bretons arrivent à pénétrer dans le camp et au terme d'un terrible combat remportent la victoire. Seul un groupe d'hommes du Nord arrive à s'enfuir sans que Alain Barbetord ne les poursuive. Lui et ses hommes entrent ensuite dans une Nantes en ruine et après avoir prié devant la basilique détruite, il est acclamé par ses hommes qui le reconnaissent comme leur souverain. Alain déclare que dorénavant il résidera à Nantes, faisant de cette ville la capitale politique de son pays. Mais sa campagne n'est pas finie, puisque les derniers vikings survivants se sont regroupés dans le comté de Rennes. Le comte de Rennes, Juel Béranger, appelle alors Alain à l'aide pour venir l'aider à en finir une bonne fois pour toutes. C'est le 1er août 939 que la libération de la Bretagne est achevée par la bataille de Trans au nord de Rennes. Les Bretons disposent d'à peu près 1500 hommes et sont aidés par un seigneur franc, Hugues Ier, le comte du Maine. En revanche, on ne sait pas de combien d'hommes disposent les Normands, mais ce qui est sûr, c'est que les Bretons attaquent par 3 côtés en même temps et la victoire est totale. Ce jour solennel sera ensuite célébré par les Bretons durant les différentes périodes du Moyen-Âge, devenant ainsi la date de fondation du duché. La victoire d'Alain retentit bientôt et beaucoup d'exilés rentrent au pays. Tout est à reconstruire et le pouvoir est à stabiliser. L'ancien royaume devient un duché porté par un duc, Dux Britorum, Alain II. Mais alors pourquoi n'a-t-il pas repris la couronne de roi, me direz-vous? Et c'est une bonne question. Parce que les 3 rois bretons couronnés ne l'ont pas été par hérédité, mais par guerre contre les rois francs afin de les contraindre à leur donner une couronne. Aucun n'a eu le temps de mettre en place une dynastie, et Alain, qui est un ami et allié avec le roi des Francs Louis IV, il lui prêtera serment de fidélité en 942 à Rouen, a déjà beaucoup à reconstruire avant de se lancer, s'il le désire, dans le combat pour le titre de Rex, roi. Titre qui ne change pas grand chose à ce moment-là puisqu'il est reconnu comme princeps, c'est-à-dire comme premier des seigneurs par ses vassaux et les Bretons en général, et est donc pleinement souverain en son pays. De plus, il n'est pas sûr que les Bretons le suivraient dans une nouvelle guerre après les 30 ans d'occupation qu'ils viennent de subir. C'est aussi pour ça qu'Alain renonce aux territoires conquis par les anciens rois, l'Avranchin et le Cotentin et une partie du Maine et de l'Anjou, ne pouvant pas risquer de rentrer en conflit avec Guillaume Longue-Épée, alors plus puissant que lui et qui se ferait sûrement une joie d'agrandir son territoire. Les frontières de la Bretagne sont alors définies et ne changeront plus pendant des siècles. Mais la paix est fragile et il semblerait que Juel Béranger n'accepte finalement pas l'autorité d'Alain, entrant en conflit avec lui en 944. Ce qui profite à un groupe de vikings plutôt téméraires, il faut le dire, qui attaque et pille Dol. Les belligérants bretons mettent de côté leur petite querelle devant ce mauvais souvenir et vont régler leur affaire aux Scandinaves. C'est une des dernières attaques vikings en Bretagne, avec quelques épisodes sporadiques à la fin du siècle. Et en 952, Alain II, dit Barbetord, dit Alloarn, premier duc de Bretagne, rend son dernier soupir succombant à une maladie à l'âge d'environ 37 ans. Cette mort prématurée met un frein à sa reconstruction de la Bretagne et ouvre une nouvelle période pour cette péninsule qui en a fini avec la menace viking. Alain II a 3 fils, 2 de son premier mariage avec la princesse galloise, qui sont finalement considérés bâtards, et un de son mariage avec la fille du comte de Blois, Thibaut Ier, dit le tricheur. Alain mort, c'est son plus jeune fils, Drogon, qui est nommé héritier du duché à l'âge de 2 ans.
Seulement il sera assassiné à l'âge de 8 ans, ébouillanté dans son bain, et ce sera son frère bâtard Hoël qui lui succédera sur le trône. Mais ce dernier entre en conflit avec le fils de Juel Béranger, Conan, le nouveau comte de Rennes, et s'ensuit une longue période de rivalité entre les 3 grandes maisons de Bretagne, la maison de Nantes, de Rennes et celle de Cornouailles, mais ceci vous sera expliqué dans une autre vidéo. Cette longue et complète vidéo est terminée. J'espère sincèrement qu'elle vous a plu, parce qu'elle m'a demandé beaucoup de travail, et que c'est pas toujours simple de simplifier et de présenter un sujet pareil. En tout cas, je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. Alors je ne vous demanderai vraiment qu'une chose, c'est de partager un maximum autour de vous, sur les réseaux sociaux, ça coûte rien, un petit clic, et ça permet de faire connaître la chaîne, mes vidéos et ce personnage incroyable qui mérite d'être largement plus connu qu'il ne l'est pour le moment. Sur ce, je vous dis Trugaré à Kenavo.